Alors, je pense que nous allons commencer maintenant. Bonjour à tous. Je m'appelle Charmaine Crockett. Je suis la personne qui s'occupe donc de l'engagement des acteurs principaux avec l'Académie du Cannes SFE, avec cette session qui nous est présentée par le Revenu Canada, l'Agence du Revenu Canada, pour les associations caritatives. Je voulais tout cela soit donc accessible pour toutes les personnes ici. Et les séances que nous offrons, c'est pour un développement professionnel ainsi que les leçons que vous avez appris au niveau des besoins que vous avez partagés avec nous. Nous sommes très heureux d'être ici et de pouvoir apprendre ensemble. Aujourd'hui, nous avons un partenariat avec Affaires Globales Canada. Je suis ici sur le territoire de l'Ontario et bien que nous soyons sur ce territoire, je voulais absolument les nations comme gardiens des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Et nous voulons donc reconnaître que ce sont des populations autochtones diversifiées. Je voulais juste vous parler de quelques informations de logistique. Il y a une interprétation simultanée qui est disponible en anglais et en français. Vous pouvez cliquer sur le petit onglet du globe où vous pourrez sélectionner votre langue de votre choix. Vous serez donc ici avec nous sur ce site internet. Aujourd'hui, il y aura une séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous avez des options. Vous pouvez le mettre dans la boîte de clavardage pour les questions-réponses ou alors vous pouvez lever la main à la fin de la présentation. Et pendant cette séance de questions-réponses, donc en levant la main, nous vous encourageons à pouvoir nous parler. Si vous avez des problèmes techniques pendant la conversation, veuillez envoyer un message à Tina Larochelle, tech support. Merci beaucoup. Nous voulons remercier Charmela Correa, qui est la directrice générale et la gestionnaire pour le directoire des associations caritatives et qui nous vient de l'Agence des revenus Canada. Et nous avons cette session pour l'Académie du Cannes SFE et nous sommes très intéressés avec ce qu'elle va nous dire et nous apprécions le temps qu'elle passe avec nous. Je veux maintenant passer la parole à Charmila. Je vous en prie. Merci beaucoup, Charmaine, pour cette présentation. C'est vraiment très sympathique d'être ici avec avec tous ici. C'est une très belle opportunité d'apprendre un peu plus à propos de CanWatch, l'Académie du Cannes SFE. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est vous parler une généralité du rôle des réglementation en ce qui concerne les associations caritatives. J'ai avec moi Grace qui est avec nous et Charmine a suggéré que les personnes qui sont dans l'auditoire aujourd'hui seraient intéressées à rentrer un peu plus en détail dans les changements récents à propos des changements pour le caritatif en ce qui concerne les bourses pour d'autres organisations. Nous allons passer du temps là-dessus. Nous allons parler à peu près une heure, mais nous aurons du temps pour une séance de questions-réponses après cela. Nous serons heureux d'écouter vos questions, de pouvoir y répondre. Si votre question peut aider à comprendre les documents que nous vous présentons aujourd'hui, si vous pensez que c'est quelque chose que si on pense que c'est quelque chose que nous allons peut-être voir un peu plus tard, nous vous le dirons à ce moment-là, et donc nous aurons une séance de questions-réponses un petit peu plus tard pour que vous puissiez poser vos questions. Il y a une boîte de questions-réponses. Je veux parler en anglais ce matin, mais alors, nous pouvons passer des jours et des jours pour parler des réglementations au niveau du caritatif, mais nous allons essayer de parler de cela dans les 45 minutes à venir. Alors, nous allons passer à la première diapositive qui est juste pour vous parler d'un aperçu de cette session du matin. Donc, la première partie, c'est essayer de démystifier l'Agence du revenu du Canada en ce qui concerne la réglementation des organismes de bienfaisance. Et nous allons parler du travail de l'ARC
et de quoi il s'agit. La deuxième partie, nous allons parler de qu'est-ce qu'un organisme de bienfaisance. La troisième partie, nous allons parler de problèmes d'observation des organismes de bienfaisance enregistrés. Et la quatrième partie sera donc notre dernière partie qui nous parlera un peu plus en détail les lignes directrices sur l'octroi de subventions avec ce qui a été donc dans le budget de 2022, ce qui a probablement été un des changements les plus forts en ce qui concerne donc les plans que nous avions. Alors, nous allons commencer avec donc l'agence donc de Revenu Canada. Alors, fondamentalement, le ARC fait partie du réseau plus large du gouvernement du Canada qui comprend 155 départements et agences, ainsi que trois agences centrales qui donc fournissent des conseils, une coordination et un soutien pour tous ces ministères et organismes. Donc, vous avez le bureau du Conseil privé, Finance Canada et le secrétariat du Conseil du Trésor. Un des programmes de l'ARC est au niveau donc, des réglementations quant aux organismes de bienfaisance. Alors, certaines d'entre vous qui peut-être ne sont pas trop familiers avec ce genre de choses, peut-être vous vous posez la question, qu'est-ce que l'ARC a à voir avec les organismes de bienfaisance? Eh bien, la réponse, c'est donc la loi sur les impôts sur le revenu. Dans la Constitution, le gouvernement fédéral doit s'occuper des régimes régulatoires de ces aspects pour les organisations de bienfaisance ainsi que que la taxation et sur les revenus imposables. Et donc, ça veut dire que les organismes de bienfaisance peuvent s'inscrire sous donc l'ARC, ce qui leur donnera donc des avantages donc au niveau de leurs impôts. Les organismes de bienfaisance sont exempts de payer des impôts sur le revenu et ils peuvent donc donner des reçus aux dons qui sont faits pour que ces personnes puissent déduire de leurs impôts ces dons qu'ils font et donc ils peuvent faire une déduction d'impôt sur leur donc feuille d'impôt et nous voulons nous assurer que uniquement les entités qui sont donc reconnues comme étant des organisations de bienfaisance, eh bien, pourront recevoir ces déductions d'impôts et ne pas être imposées sur les revenus. Alors, c'est vraiment très focalisé, hein, mais c'est la façon dont la Constitution a été écrite. Techniquement, comment une organisation de bienfaisance est structurée et fait ces choses, eh bien, tombe sur le régime de l'imposition et l'ARC ne fait pas de réglementation en ce qui concerne donc les réunions du conseil d'administration, l'élection donc des gestionnaires, des directeurs, etc. Ce sont des choses qui sont faites au niveau provincial. Alors, peut-être certains d'entre vous se demandent pourquoi est-ce que nous avons besoin d'avoir une réglementation dans ce secteur. Et donc, ils sont là pour faire du bien, hein, c'est des organismes de bienfaisance. Et donc, il y a un certain nombre de raisons. Nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas d'érosion de l'assiette fiscale. Que ce sont des organisations caritatives, il y a des donneurs qui essaient donc de faire donc de tricher dans leurs impôts, il y a des vulnérabilités lorsqu'on parle d'associations, d'organisations de bienfaisance, lorsqu'il y a des financements pour terrorisme, donc il y a une atteinte à la sécurité nationale, il y a aussi une perte de confiance dans le secteur, dans l'intégrité du secteur. Et donc, cela peut avoir peut-être des avantages pour le directeur et des choses qui ne seraient pas nécessairement honnêtes. Et donc, cela donne au gouvernement du Canada à savoir de pouvoir questionner ce qui se passe dans ce secteur des organismes donc, de bienfaisance. Et donc, s'il y a un abus au niveau du secteur caritatif, eh bien, cela a un déclin dans les différentes ressources et les programmes qu'ils sont en place. Et puis, nous pouvons
peut-être, il y a peut-être une compétition au niveau fiscal avec le secteur privé. Et donc, certains organismes de bienfaisance peuvent faire des activités qui sont commerciales et dont elles ont besoin et qui sont donc en relation avec ce qu'ils font. Je pense que c'est important de mentionner que à la RC, vous avez beaucoup donc de départements du gouvernement qui sont impliqués avec les associations caritatives. Comme vous le savez, il y a les affaires globales qui sont donc qui sont les commanditaires pour les événements aujourd'hui, le ministère des Finances qui sont responsables pour donc la fiscalité. Vous avez donc le développement social du Canada. Vous avez aussi Statistique Canada. Vous avez Canada Environnement qui a des programmes spéciaux pour des dons pour des terres qui sont donc sensibles au niveau écologique. Et donc il y a donc vous pourrez trouver un département de gouvernement qui n'est pas attaché à un de ces secteurs caritatifs. Nous revenons aux structures de la RC. Donc nous sommes directement sous la tutelle du ministre des Revenus, et donc nous avons donc Madame de Butavier qui est donc a une expérience dans les aspects sociaux et qui sont intéressés à ce qui se passe au niveau donc des associations caritatives. Nous avons Monsieur Bob Hamilton qui lui s'occupe de 15 différentes succursales dans le ARC, ce qui inclut donc au niveau de l'inscription des politiques donc de la législature, pardon, et donc nous avons aussi une agence qui est petite mais qui fait beaucoup d'affaires et qui sont très intéressés avec le travail qui se passe dans notre domaine. C'est-à-dire au niveau politique. Donc, cela rend le travail donc très intéressant quelquefois. Et donc, nous avons, juste pour que vous remarquiez ici, que dans la RC, nous sommes les administrateurs au niveau fiscal de la loi sur les impôts. Nous avons développé des amendements sur donc le décret pour les impôts sur le revenu, mais ça, c'est le Parlement de toute façon qui décide avec cette loi. Nous travaillons avec beaucoup de parties prenantes qui n'aiment pas nécessairement la loi telle qu'elle est écrite, mais nous ne pouvons pas travailler à l'extérieur du cadre législatif. Et donc, nous travaillons d'une façon rapprochée avec nos collègues au département des finances pour nous assurer que nous comprenons bien les lois et quelles sont les intentions au niveau de la législature. Et avec cette collaboration, c'est vraiment très, très bien pour nos différentes parties prenantes. Alors, notre mission de la direction des organismes de bienfaisance, c'est de promouvoir l'observation de la loi et des règlements concernant les organismes de bienfaisance au moyen de l'éducation, d'un service de qualité et de l'exécution responsable pour ainsi contribuer à l'intégrité du secteur de bienfaisance et au bien-être social des Canadiens et des Canadiennes. Et donc, c'est une mission très importante qui est vraiment au cœur de ce que nous faisons quotidiennement dans donc, ce directoire des organismes de bienfaisance. Et je pense que si vous parlez au personnel ici, eh bien, ils sont très impliqués dans le travail qu'ils font parce qu'ils soutiennent un secteur dont ils veulent s'occuper, et ce domaine qui est fait du bien pour la société en général, que ce soit au Canada ou à l'extérieur du Canada. Alors, en ce qui concerne donc notre énoncé de vision, donc notre vision est d'être reconnu et respecté par les organismes de bienfaisance, les intervenants et le public canadien pour son intégrité, son sens de l'équité, ses connaissances et sa prestation de services novatrices donnant lieu à un service axé sur la clientèle et à l'observation,
Et par conséquent, de nous mettre directement à la place des autres, c'est vraiment très important. Et c'est quelque chose qui est très important pour l'agence et ce qui amène cette philosophie de mettre les gens en premier sur le devant de la scène. Donc, au niveau des responsabilités de la direction des organismes de bienfaisance, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre de responsabilités quant au cycle de vie de cet organisme de bienfaisance. Donc, il faut voir un petit peu les demandes pour les inscriptions de ces organismes et pour savoir si ils arrivent donc aux demandes qui sont faites pour tomber sous cette loi des impôts sur le revenu. Nous voulons savoir comment ils font les choses. Nous voulons avoir un programme qui soit donc nous voulons nous assurer que ils sont enregistrés, respectent les exigences quant aux moyens d'un programme équilibré axé sur l'éducation et puis administrer les révocations volontaires et pour motif parce qu'il y a quelquefois des organisations qui ne sont pas en conformité et nous sommes là pendant tout le cycle de vie de cette organisation de bienfaisance. Donc, nous avons beaucoup de soutien continu pour les demandeurs, hein, les organismes de bienfaisance et les donateurs, au moyen d'orientation, de pages web, de visibilité et de services téléphoniques avec un centre d'appel. Vous pouvez appeler, poser des questions et pouvoir obtenir des informations qui, je pense, peut beaucoup aider et personne n'attend plus de 2 minutes. Hein. Les gens n'attendent pas plus de 2 minutes lorsqu'ils appellent un de nos agents dans nos centres d'appel. Donc, la deuxième partie de cette présentation, je voulais juste parler un petit peu de qu'est-ce qu'un organisme de bienfaisance. Eh bien, un organisme de bienfaisance est un organisme constitué et exploité exclusivement à des fins de bienfaisance. Et donc, un organisme de bienfaisance enregistré est un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'agence en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu. Et une fois que vous êtes enregistré, sous cette loi, il y a certains avantages qui sont disponibles. Donc, c'est important de se souvenir que toutes les organisations qui profitent au public, qui sont définies comme des organismes à but non lucratif au sens de la loi, il y a une certaine confusion en ce qui concerne donc les organismes à but non lucratif. À propos du secteur à but non lucratif, le secteur privé, le secteur donc au niveau des actes de bienfaisance, les NPO, le troisième secteur, en étant juste un sous la loi des impôts sur le revenu. Il y a des définitions qui sont très détaillées en ce qui concerne l'enregistrement, l'inscription, pardon, d'un organisme de bienfaisance, une organisation à but non lucratif, et donc une des organisations donc de bienfaisance peuvent donner des reçus pour des dons et des organisations, les organisations qui sont là à but lucratif ne peuvent pas faire cela. Et donc, ils sont là avec une différente variété de choses qu'ils puissent faire et des choses qu'ils peuvent faire tourner. Et donc, c'est une distinction importante que nous voulions donc vous faire remarquer aujourd'hui. Alors, comme je le disais plus tôt, les organismes de bienfaisance peuvent donner des reçus pour des donations, pour des dons qu'ils reçoivent. Et excusez-moi, je me suis fait opérer de l'œil récemment. Je pense que je vais mettre mes lunettes de soleil pour me sentir un peu plus à l'aise. Voilà. Donc, mais ce ne sont pas les seuls types d'organismes qui peuvent donner un reçu de dons officiels. Nous avons aussi des associations athlétiques, des universités à l'extérieur du Canada,
les agences des Nations Unies et les différentes agences pour les organisations à but non lucratif, donc étrangers, qui peuvent donc donner ces reçus de dons officiels. Alors, comme je le disais plus tôt, nous pouvons passer des jours en ce qui concerne les exigences relatives aux organismes de bienfaisance, mais fondamentalement, un organisme de bienfaisance doit exclusivement être là à des fins de bienfaisance, et l'organisme doit consacrer toutes ses ressources et des activités qui favorisent ses fins. Par conséquent, au niveau de la loi sur les impôts sur le revenu, il y a certaines activités qui sont donc spécifiées, c'est-à-dire un dialogue de politique publique et de développement, et cela est dans la loi des impôts sur le revenu, ainsi que des activités qui sont donc autour de ce que fait cet organisme. Et il y a aussi certaines donc exigences que ces organisations ont besoin de faire. Ils doivent soumettre donc différentes dossiers, différents formulaires. Ils doivent pouvoir donc tenir des registres et des livres adéquats, et ils doivent nous parler des avantages injustifiés, c'est-à-dire un transfert d'argent à quelqu'un qui est proche de cet organisme de bienfaisance. Donc, en ce qui concerne donc la fin de l'organisme de bienfaisance, en fin de bienfaisance donne un bénéfice au public et qui sont dans une des 4 catégories de fin de bienfaisance. Donc, soulagement de la pauvreté, promotion de l'éducation, promotion de la religion et certaines autres fins qui sont utiles à la communauté que la loi reconnaît comme étant à des fins de bienfaisance. Donc, ce sont donc les 4 catégories qui tombent sous donc ce parapluie d'organismes de bienfaisance. Et donc, cette loi sur les impôts sur le revenu ne définit pas nécessairement ce qu'est un organisme de bienfaisance, ou pardon, ce qu'est la raison d'être d'une organisation donc de bienfaisance. Et la décision du ARC définit ce qu'est cet organisme de bienfaisance. Et donc, pendant plus de 400 ans, les cours, donc les tribunaux à différents niveaux, ont pris des décisions à savoir quelles étaient les fins caritatives. Et donc, comme un État du Commonwealth, le Canada s'est appuyé sur les décisions des tribunaux anglais, mais les tribunaux canadiens ont pris des décisions qui sont un petit peu différentes. En 1891, il y a eu une décision du tribunal anglais qui a donc souligné les 4 catégories donc de raison d'être de ces associations caritatives et quelle est leur marque de fabrique. Eh bien, il y a donc cela nous montre quelle est la colonne vertébrale de cet organisme, de ces organismes donc de bienfaisance. Donc, vous avez des fins de bienfaisance ici qui vous donnent l'échelle, donc l'ampleur de ce que peut faire, de ce qui peut tomber sous la loi d'organisme de bienfaisance. Vous avez par exemple ce qui a été reconnu comme étant ce qui se fait par ces organisations, que ce soit donc protéger l'environnement, respecter les droits de la personne, promouvoir la santé, etc., etc., comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est le fait que la loi sur les impôts sur le revenu identifie donc une fin de ces organismes de bienfaisance qui peut être donnée à d'autres organisations l'opportunité de faire partie de ce secteur donc caritatif. Alors, en ce qui concerne donc le secteur et de quoi il s'agit, nous avons plus de 86 000 organismes de bienfaisance au Canada. La plupart sont des organisations de bienfaisance, c'est-à-dire ce sont ceux qui font les choses sur le terrain, qui donc peuvent mettre des programmes en place pour aider le public. Nous avons des fondations privées qui sont ceux qui financent d'autres organisations, et nous avons aussi des organisations
publics, pardon, qui sont donc des personnes qui financent aussi, mais ceci est contrôlé par des gens qui sont donc en relation les uns avec les autres. Donc, c'est la distinction entre les fondations privées et les fondations publiques. Alors, pour la troisième partie, je vais me concentrer un petit peu plus sur la conformité, sur l'observation. Je vais vous donner un peu plus de données sur l'inscription et sur le service. Donc, si vous voulez faire une demande d'inscription en tant qu'organisme de bienfaisance, vous devez donc remplir le formulaire en ligne disponible, ce qu'on appelle le MyBA, MYBA ou My Business Account. La direction des organismes de bienfaisance propose plusieurs conseils et listes de contrôles utiles disponibles en ligne pour vous aider dans ce processus. Et nous avons aussi une demande, vous pouvez cocher un formulaire, vous pouvez cocher les cases qui vous aideront pour le processus d'inscription, d'enregistrement. Si vous êtes une organisation corporative, il y a certaines lignes directrices que vous devez suivre. Si vous n'êtes pas donc corporatif, eh bien, il y a donc une distinction qui se fait directement en ce qui concerne vos documents donc d'affaires, donc de votre affaire. Et j'en ai parlé plus tôt, le service à la clientèle. Ils peuvent vous aider avec donc votre demande. Ils peuvent vous aider à naviguer sur les pages web des organismes de bienfaisance et des dons. Ils peuvent éduquer sur une variété de sujets. Si vous avez du mal à naviguer sur le portail, si vous avez des questions, comment donner des reçus officiels, des reçus de dons officiels, si vous avez pour vous fournir des renseignements sur la façon de remplir la déclaration annuelle de renseignements, si vous avez besoin de conseils techniques, eh bien, vous pouvez contacter notre centre d'appel qui est là pour vous aider. Et il y a donc une équipe qui est là pour vous aider de 9 heures à 17 heures en temps, donc sur votre fuseau horaire de votre bureau. Nous aurons donc une copie de la présentation. Nous vous donnerons donc une adresse courriel avec laquelle vous pourrez faire un suivi et cela vous donnera le numéro de téléphone et le site Internet. Alors, pour ce qui est de la conformité, c'est très important à garder à l'esprit. C'est très important pour moi et pour le reste de la direction que les organisations suivent les règles et que les Canadiens puissent faire confiance à ce secteur en termes d'intégrité face au cadre législatif que nous avons en place. Nous procédons à des audits, mais c'est une portion très petite de notre programme de conformité plus large. Nous pensons que la grande majorité des organismes de bienfaisance ont l'intention de se conformer à la loi d'impôt sur le revenu. Donc, l'outil le plus important que nous avons pour assurer la conformité est est rassemblé en plusieurs activités. Nous nous assurons aussi de ramener les organisations qui ne seraient pas en conformité vers la conformité. Donc, voici quelques-unes de ces activités. J'ai cliqué un petit peu trop loin dans les diapositives. Alors, nous avons des informations sur notre site web. Nous avons un programme de communication externe. Nous avons des officiers de service, agents de service client. Nous envoyons aussi des lettres de rappel aux organismes de bienfaisance. Donc, si vous êtes un organisme de bienfaisance récent, vous recevrez peut-être la visite d'un agent d'éducation dédié aux organismes de bienfaisance qui va vous expliquer. On va parcourir vos livres de compte, documents importants pour s'assurer que tout va bien. Et on va vous
faire part de notre rétroaction dès le départ. On a aussi des audits parfois. Ce sont des audits très spécifiques. Ils portent sur un aspect de conformité précis. Si nous avons des inquiétudes, à ce moment-là, nous pouvons ouvrir un audit complet. Donc, nous avons cette pyramide de la conformité que vous voyez ici. C'est un modèle qui est reconnu à l'international et qui a été reconnu donc par les organisations des Nations Unies. Donc, avec cette pyramide, on a d'abord risque bas. Il peut y avoir des petites erreurs mineures non intentionnelles et on veut s'assurer de rappeler les organismes à l'ordre là-dessus et corriger ces erreurs. Ensuite, risque moyen, ce ne sont pas des organisations qui nécessitent un audit long et intensif. Typiquement, avec un peu d'information, d'éducation, on peut ramener ces organisations dans le droit chemin. Et enfin, le risque élevé, on peut voir par exemple des, des mauvaises tenues des comptes ou des fonds qui ne sont pas dépensés dans des activités de bienfaisance. On peut voir aussi de l'argent circuler à travers les organismes de bienfaisance et ne pas être dépensé de façon appropriée. Donc, c'est là où on mènerait un audit complet. Il y a plusieurs issues possibles d'un audit si vous vous retrouvez dans cette situation. D'abord, ça pourrait être une lettre d'éducation. On va vous expliquer quels sont les critères auxquels vous devez répondre dans le cadre de la loi de l'impôt sur le revenu. Ça pourrait aussi résulter en une entente entre l'agence et l'organisme de bienfaisance sur le fait que l'organisme va opérer de façon conforme à l'avenir et souvent l'ARC va suivre 2 ans plus tard, par exemple, que l'organisme fait de la sorte. Nous pourrions aussi avoir recours à des sanctions, une amende, par exemple, ou une suspension des privilèges de compte. Ce ne sont pas des mesures qui sont visées comme étant punitives, mais elles ont pour but d'amener le changement. Donc, vous vous acquittez de votre amende, acquittez de votre suspension, puis vous poursuivez vos activités. Dans le cas des enfreintes les plus graves à la loi de l'impôt sur le revenu, nous pouvons procéder à une révocation. En termes de recours, les organismes de bienfaisance peuvent faire appel, faire part d'une objection. Ce sont des objections internes. Il y a aussi des possibilités de faire appel dans à la Cour, près la Cour fédérale ou la Cour des impôts du Canada, selon le type de décision dans lequel vous faites appel. Ensuite, en ce qui concerne l'éducation, concernant les comptes et la façon de garder votre licence, c'est important de vous assurer que vos comptes soient exacts et que vos reçus soient complets. Et il est important de garder trace de vos dépenses, de vos quotas, de remplir vos retours tous les ans et de le faire dans les délais prévus.
s'il y a aussi des changements au sein de votre organisation, au sein de vos motifs d'opération, de votre structure juridique, vous devez en faire part à l'ARC. Donc, je pense qu'à cette fois-ci, nous allons donner la parole à Anne, qui va vous parler un petit peu plus d'orientation concernant l'octroi de subventions. Bonjour à tous, nous avons une version temporaire qui a été publiée sur notre site web. C'est un développement assez récent d'un nouveau régime qui a été mis en application le 20 juin 2022, 23 juin. Et donc voilà, il s'agit de répondre aux obligations qui sont assez exigeantes en termes d'octroi de subventions à l'ARC. Qu'est-ce qui a changé d'abord? Il y a une nouvelle façon dont les organismes de bienfaisance peuvent opérer. C'est en parallèle du régime de direction et contrôle, l'ancien régime. Avant, si vous travailliez avec un intermédiaire, il faisait en fait, ils exerçaient vos activités en tant qu'organisme de bienfaisance. C'était un peu un arrangement artificiel. Maintenant, nous avons des principes qui sont en place qui vous permettent d'avoir une base plus basée sur le partenariat et plus collaborative. Ça peut être un partenariat avec une entité qui n'est pas enregistrée à la loi d'impôt sur le revenu, que ce soit en donneur qualifié, ou bien un autre organisme de bienfaisance particulier. On va parler un petit peu des lignes directrices, puis enfin, vous faire part de la rétroaction là-dessus. D'abord, les changements à la loi de l'impôt sur le revenu. Pour vous donner un petit peu de contexte sur les changements, le budget 2022 a eu un très fort impact sur la direction des organismes de bienfaisance. C'est probablement le plus fort impact que j'ai vu depuis longtemps parce qu'il y avait plusieurs aspects, plusieurs volets à cela et l'un d'entre eux était l'octroi de subventions. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté le budget fédéral 2022. Donc, nous avions une indication de ce qui s'en venait, mais ça n'avait pas encore été mis en place. Ils ont introduit deux mesures qui allaient nous impacter fortement. D'abord, les changements en termes de travailler avec des donataires non reconnus, comme on l'a dit, et des changements aussi au contingent des versements. Merci. Voilà un graphique assez basique. Voilà les différentes façons dont un organisme de bienfaisance peut fonctionner. Avant, si vous vouliez faire appel à un intermédiaire, vous deviez le faire à travers la direction et le contrôle. Donc, vous pouviez travailler avec vos employés ou vos bénévoles, vous pouviez travailler avec des intermédiaires, mais c'était tout pour vos activités. Maintenant, dans ce nouveau régime, vous avez une nouvelle façon de qualifier les donataires. Certains organismes de bienfaisance sont indiqués qu'ils préféraient continuer à opérer dans le cadre de l'ancien régime. Mais beaucoup ont hâte à ce nouveau cadre. Alors, pour ceux d'entre vous qui avaient peut-être déjà travaillé avec des intermédiaires par le passé, vous saurez, on reçoit souvent la question de savoir quand les mesures vont être mises en place. Depuis le budget de 2022,
depuis sa mise sur la table, nous devons il doit répondre à ce que nous appelons des réformes de reddition des comptes. Il y a eu un nouveau régime de direction et de contrôle qui a été créé, approuvé par des décisions juridiques. Sous ce régime, les organismes de bienfaisance doivent exercer la direction et le contrôle sur des ressources qui sont euh, données à des intermédiaires. Comme en français, vous le voyez ici, organisation donataire. Et il y a peut-être quelques petites différences au niveau de la traduction du sens, en fait, entre l'anglais et le français. Donc, on essaie de garder cela à l'esprit. Vous voyez que sous l'ancienne version, nous les appelons des intermédiaires tierces, des parties tierces. Ensuite, sous l'octroi de subventions, il y a des exigences précises en matière de responsabilisation, de reddition des comptes. Nous allons parler un petit peu. Sous l'ancien régime, vous repartiez ces activités en tant qu'activité de l'organisme de bienfaisance en lui-même, et à moins qu'elles opèrent en dehors du Canada. Il y avait d'autres exigences dans ce cas-là. Et c'est maintenant un changement très important que nous voyons, car nous pouvons soutenir le travail des travaux existants de l'organisation donataire. Enfin, dernière différence en matière d'octroi de subvention, c'est que les outils de responsabilisation sont axés sur la diligence raisonnable et la collaboration, ainsi que l'autonomisation de l'organisation donataire. Les mesures ont donc porté principalement sur la direction et le contrôle afin de pouvoir apporter plus d'autonomie. Donc, voici la nouvelle version de la loi. C'est temporaire. Selon l'alinéa 149, alinéa 1, ça peut paraître redondant lorsqu'on lit un but de bienfaisance d'un organisme de bienfaisance, mais en fait, c'est une terminologie importante. C'est la définition de l'objectif du but de l'organisation. Donc, l'organisme de bienfaisance doit s'assurer que les dépenses sont uniquement appliquées à des activités de bienfaisance dans le cadre de ces objectifs. Ensuite, l'organisme de bienfaisance doit tenir des documents, des comptes, des livrets qui doivent montrer d'une part le but du versement effectué et aussi le fait que l'organisation donataire applique exclusivement le versement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation des fins de bienfaisance de l'organisme. Donc, c'est beaucoup de mots, mais vous voyez que c'est une formulation plus précise et plus exigeante en termes de critères. Lorsque cette législation a d'abord été présentée, elle a d'abord été rejetée au stade du comité. Donc, le ministère des Finances est retourné retravailler sur la version temporaire, a fait quelques changements. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, en tant que direction des organismes de bienfaisance, nous devions remplir un petit peu les blancs en matière de ce qui était exigé. Ensuite, prochaine diapositive, il y a quelques
difficultés. Ici, en termes de cette définition, on va voir l'organisation donataire est définie comme suit. Ça peut être une personne, un club, un cercle, une association, une organisation ou une entité visée par règlement à l'exclusion d'un donataire reconnu. Une organisation donataire est un donataire non reconnu. Comme nous l'avons mis sur notre site web, nous n'utilisons pas le terme organisation donataire, mais simplement le terme de bénéficiaire. C'est une définition, celle que nous utilisons, qui inclut explicitement une personne. Ensuite, diapositive suivante, pour répondre aux critères, l'organisme de bienfaisance doit comprendre et appliquer les principes suivants. Vous devez expliquer que les fonds doivent être appliqués exclusivement à vos objectifs. Ça peut être de l'argent ou des versements en nature. Il est important de maintenir la documentation nécessaire pour le prouver. Il y a aussi un seul endroit duquel l'organisme de bienfaisance peut obtenir la documentation. Ça affecte la relation entre les subventionnaires et l'organisme de charité de bienfaisance. Ensuite, pour répondre aux exigences, nous allons parler de cas extrêmes en matière de conformité. Si quelque chose d'extrême se produit dans cette relation de très grave, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous transférez des fonds importants à un bénéficiaire ou à une organisation, il y a des risques forts en termes de votre capacité à répondre à ces exigences. Ça pourrait avoir des conséquences importantes. Ensuite, concernant les lignes directrices en version temporaire, quelques remarques. D'abord, les lignes directrices sont appliquées de façon d'une façon qui n'était peut-être pas voulue par la direction. Les tribunaux ont été très clairs là-dessus. C'est une recommandation de processus. Ce que nous essayons de faire, c'est de documenter une façon que les organismes de bienfaisance puissent travailler pour répondre à ces critères et pour montrer prouver leur responsabilité. En fin de compte, c'est l'organisme de bienfaisance qui est responsable d'effectuer ce travail afin de répondre aux critères. Donc, voilà le modèle de travail qui est nécessaire. Ensuite, voyez à l'étape 5, documenter vos efforts de conformité. Comment l'activité de subvention va répondre à vos besoins en termes d'activité. Il y a souvent des objectifs qui sont limités à des organisations donataires, mais vous devez être reconnu comme organisme de bienfaisance pour pouvoir mener un programme de subvention et
La deuxième étape est de mesurer le niveau de risque des subventions. Donc, c'est une quantité de fonds relativement basse, gérée par une partie tierce. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de risques associés dans votre cas. Vous n'avez pas beaucoup des éléments que nous prenons d'habitude en compte pour ce qui est de l'évaluation d'un risque élevé. Ça veut dire que euh, l'organisme de bienfaisance va devoir euh, évaluer ces éléments au début du processus et déterminer quels sont les efforts nécessaires afin d'administrer, de gérer la subvention euh, que vous allez mettre en place pour répondre à ces critères. Et vous devez avoir donc de la documentation suffisante. C'est une exigence assez élevée. Oui, et lorsqu'on parle de documentation suffisante pour démontrer les objectifs, est-ce est-ce qu'une organisation doit montrer des reçus à un bénéficiaire pour les dépenses reliées aux activités euh, d'un organisme de bienfaisance apportant des subventions aux bénéficiaires? Oui, nous développons actuellement la version finale des orientations sur les subventions et nous devons justement régler cette question. Notre position actuellement est non, vous ne serez pas responsable de cela. Vous devrez par contre vous assurer que le bénéficiaire a la documentation nécessaire si vous en aviez besoin, dans le cas où vous en aviez besoin, pour répondre aux critères de responsabilité. C'est le principe clé. Nous essayons de simplifier les processus. Par exemple, il est suffisant d'avoir un livret de compte séparé pour une subvention plutôt que d'avoir, par exemple, un compte bancaire séparé. Nous n'avons pas encore fait approuver cette version finale. C'est l'une des choses que nous essayons de rationaliser et de rendre plus facile pour les organismes de bienfaisance. J'espère que ça répond à votre question. C'est toujours en suspens dans l'attente des nouvelles lignes directrices. Nous essayons de simplifier ces critères, ces exigences en matière de documentation. Ensuite, diapositive suivante. Quand sera disponible le prochain document avec les lignes directrices? C'est une très bonne question. C'est un processus très compliqué pour ce type de document. Nous voulions d'abord finaliser cela d'ici la fin juin. Ce sera difficile, peu probable à ce stade. Nous visons la fin de l'été, mais ce sera aussi difficile parce que nous voulons recevoir de la rétroaction d'au moins une ronde de consultation. Donc, je dirais au plus tard à l'automne. J'espère que ce sera prêt avant. Nous perdons un petit peu le contrôle du processus une fois que notre documentation est envoyée pour approbation. Voilà. Alors, à présent, les outils de responsabilisation, c'est la façon dont nous recommandons que vous puissiez répondre aux critères de responsabilisation. Nous recherchions et faisions une évaluation de la nature des bénéficiaires. C'est important de le faire si vous n'avez pas travaillé avec eux avant. C'est
encore une fois, une exigence plus basse, nous recommandons un accord écrit, même si c'est un accord très simple. Ça va vous aider avec cette exigence de documentation. Et nous recommandons aussi un plan de rapportage. Ça peut être, par exemple, euh, dans le cas aussi de subventions à long terme, un rapport intérim ou un rapport, une suite de rapport avant le rapport final. Il y a aussi séparément un calendrier, donc un plan d'établissement de rapport, on l'a dit, un calendrier de transfert et enfin une comptabilisation séparée des fonds. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, il y a de nouvelles exigences en matière de rapport. Le règlement d'impôt sur le revenu précise à la section 3703 qu'un organisme de bienfaisance a versé plus de 5 000 $ à une organisation donataire en un seul ou plusieurs versements. Au cours d'une année d'imposition, doit déclarer tout ce qui suit pour chaque organisation donataire. C'est un nouveau formulaire, un T144, pardon, 1441. Ce sera publié sur notre site web. Vous pouvez accéder à ce formulaire par ce biais. C'est une bonne idée afin de vous préparer à ce que vous devrez rapporter. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, donc l'organisme de bienfaisance doit également fournir le code de pays et le pays dans lequel les subventions a lieu. L'organisme de bienfaisance doit fournir certains détails sur les subventions totalisant moins de 5 000 $, donc ceux qui n'ont pas cette exigence de rapport complet. Et ces exigences, et ça c'est un changement important, ces exigences en matière de déclaration des subventions s'appliquent aux activités subventionnées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Canada. Auparavant, si vous travaillez avec un intermédiaire au Canada, vous n'aviez pas besoin de faire un rapport là-dessus, vous n'aviez pas besoin de le dire. Et maintenant, avec ce nouveau régime de bourse, eh bien, si vous le faites à l'intérieur du Canada, vous devrez le dire, et ça, c'est donc la loi qui est faite telle qu'elle. Ensuite, prochaine diapo. Alors, il, il y a un différent degré de sensibilité à ce niveau-là, n'est-ce pas? Donc, de différence à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est peut-être trop d'informations. À propos donc de la bourse, vous pouvez faire une demande spéciale à l'ARC pour s'assurer que ça ne devient pas donc où il y a des renseignements publics quant à la divulgation qui mettraient l'organisme de bienfaisance, son personnel, etc., du bénévole en danger, n'est-ce pas? Et donc, vous aviez les informations de l'adresse personnelle, etc. Donc, ça pouvait être une préoccupation. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, il y a eu des changements au T3010 qui ont été apportés. C'est inclus un nouveau formulaire pour les subventions, la T1441, et des changements au guide T4033 qui seront apportés aussi. Voilà, et donc des changements au niveau du guide. Ensuite, en ce qui concerne en ce qui concerne les lignes directrices, il y a des sujets spécifiques qui sont intéressants pour les personnes qui vont nous donner des rétroactions, qui donc des dons dirigés et agir comme un canalisateur. Encore une fois, nous essayons de ne pas vraiment perturber les organisations
de bienfaisance, des subventions groupées, allocation de biens de bienfaisance. Vous avez par exemple, si vous faites un cadeau, ou donc il y a donc des exigences à ce moment-là, ou par exemple des médicaments au niveau des hôpitaux, etc. Et donc tout cela passe sous donc le versement donc de bourse. Vous devez maintenir donc des archives à ce niveau-là. Et auparavant, sur le régime précédent, ça tombait juste sous les lignes directrices précédentes. Et donc, c'est une proposition sur le long terme et l'allocation de biens immobiliers. Il y a aussi des renseignements pour les organismes qui offrent des secours en cas de catastrophe ou d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de leur responsabilité, des mesures de responsabilité, des outils de responsabilité? Il y a des informations à ce sujet-là. Et puis, au niveau de la limite des versements admissibles, parce que nous avions un problème à savoir si nous pouvions l'appeler une organisation de bienfaisance, parce que c'est vraiment donné, hein, n'est-ce pas? Et donc, les fondations, c'est vraiment des organisations qui donnent. Et donc, ils doivent s'appliquer à faire cela s'ils commençaient à faire d'autres choses au niveau des bourses qu'ils donnent, de l'argent qu'ils donnent. Et ça, c'est vraiment très bien parce que les lois et les règles pour les fondations sont différentes des organisations de bienfaisance. Prochaine diapo. Alors, qu'avons-nous entendu? Quelles étaient les rétroactions sur les lignes directrices et les prochaines étapes, n'est-ce pas, lorsque nous étions en train de développer ces lignes directrices? Prochaine diapo. Alors, comment est-ce que nous avons donc écrit ces lignes directrices, n'est-ce pas, pour quelles étaient les rétroactions à ce niveau-là? Donc, nous avons fait beaucoup de recherches en interne au niveau des rétroactions. Nous avons été aidés parce que c'était quelque chose de nouveau, hein. Nous commencions à faire cela et donc par rapport à ce qui avait déjà été fait. Et donc, l'ébauche des lignes directrices a été transmise aux fins de rétroaction interne. Nous avons ensuite partagé ce brouillon donc avec les principaux intervenants, y compris les membres du travail sur les questions techniques, avec des experts qui nous ont aidés à développer l'aspect technique, les règles techniques, les lignes directrices techniques. Et nous avons reçu de très bonnes rétroactions quant aux lignes directrices. Nous l'avons observé et nous avons incorporé beaucoup des changements dans dans ce premier brouillon et toujours en écoutant les rétroactions. Ensuite, donc, la période de rétroaction publique a été ouverte à un auditoire beaucoup plus large, hein. Nous avions donc 2 mois en date du 30 novembre 2022. Dans ce processus public, nous avons reçu plus de 60 soumissions qui, beaucoup d'entre elles étaient vraiment fondées. Et nous avons aussi parlé, donc la discussion lors de la consultation de la Mutare Fondation du 24 au 28 octobre 2022, c'était trop tard pour le système d'approbation plus tard, mais nous avons pris en compte le reste des rétroactions que nous avions reçues pendant la période de rétroaction. Donc, ce rapport est donc disponible sur le site web de la Fondation si cela vous intéresse. Les prochaines étapes. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, nous prenons tout en considération et nous mettons tout cela dans la version finale et je peux vous dire qu'il y a pas mal de changements que nous anticipons pour cette version finale. Ça ne change pas l'aspect fondamental des lignes directrices parce que nous sommes limités par la loi, n'est-ce pas? Comme Sharman le disait plus tôt, nous sommes donc des administrateurs. Nous ne pouvons pas donc passer outre certaines obligations de la loi. Et donc, les fondamentaux vont rester les mêmes, les principes fondamentaux vont rester les mêmes, mais ça va être un petit peu différent. Nous allons vraiment peut-être pousser, souligner un peu plus autre chose. Nous avons donc augmenté, donc nous allons souligner beaucoup plus la diligence raisonnable. Et donc, tout cela, nous allons publier donc la version finale d'ici l'été ou l'automne 2023. Et bien que ce soit une version finale, toutes ces lignes directrices sont évolutives et ça veut dire que nous sommes tout à fait ouverts pour des commentaires, des suggestions pour pouvoir donc changer ces lignes directrices sur le temps.
Il me semble qu'il reste une diapositive finale. Alors, donc, c'est peut-être une diapositive pour conclure. Je pense que vous avez trouvé cette présentation. J'espère que cette présentation vous a aidé. Nous voulions vous laisser avec des coordonnées des différentes personnes à la fin de cette présentation. Nous pouvons passer à la session de questions-réponses. Nous avons une question qui nous est arrivée. Est-ce qu'un accord écrit doit être donc annuel si nous sommes dans un partenariat à long terme? Et la réponse est non. Non. La réponse est non. Ça n'a pas besoin de l'être. Une chose que vous voudriez peut-être faire, encore une fois, pour pouvoir donc tomber sous les différentes exigences, c'est de pouvoir regarder les choses, cet accord écrit de temps en temps, pour savoir est-ce que vous en êtes au niveau des bourses que vous donnez avec cet accord écrit et savoir sur un certain nombre d'années. Si vous voulez poser la question maintenant par oral plus que de l'écrire, hein, les gens peuvent continuer à poser leurs questions dans la boîte de questions-réponses, mais vous pouvez aussi le faire oralement en levant la main virtuellement et poser votre question directement par oral aux deux intervenantes. Et vous aurez bien sûr vous aurez donc un facsimilé de cette présentation avec les coordonnées de Anna et de Sharmila. Et donc elles ont donc pu faciliter de nouvelles relations ou des opportunités pour pouvoir se connecter avec les directeurs de l'ARC. Nous avons Élise qui voulait nous poser une question. Tina, vous pouvez peut-être enlever son micro, ouvrir son micro, pardon, Madame Élise Legault. Alors oui, je n'arrivais pas à m'enlever de la sourdine. Donc j'ai une question en ce qui concerne les organisations qui sont affiliées avec des organisations internationales. Par exemple, vous êtes une organisation de bienfaisance au Canada ici, mais vous êtes affilié avec une organisation mondiale qui a des bureaux dans d'autres pays. Donc, il y a certains financements, certains fonds qui peuvent être dans un flux et qui peuvent donc bouger d'un pays à l'autre. Et donc, ma question, c'est par rapport à cet accord interne. Est-ce que cela sera différent? Quelles sont les restrictions quant aux fonds qui puissent arriver? Par exemple, si vous renvoyez des fonds à une organisation mondiale. Donc, ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est si recevez aussi du financement au Canada de la part d'une organisation mondiale avec donc des donateurs qui sont à l'extérieur du Canada et qui ne bénéficient pas de la non-imposition sur les revenus. Est-ce que vous devez prendre cela en compte dans votre budget, suivant les règles donc, qui sont appliquées au Canada? Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux à ce niveau-là ou pas? Alors, j'ai compris la deuxième question. Je vais répondre à la deuxième question en premier, si ça ne vous dérange pas, Shamila. Euh, alors, vous devez prendre tout cela en compte de l'argent qui arrive, n'est-ce pas? Euh, vous n'avez pas besoin de donner des reçus officiels aux donateurs sous la loi, mais vous devez le mettre dans votre feuille d'impôt. Donc, il n'y a pas d'exception. Si vous recevez des fonds en tant que revenu, vous devez le déclarer. Ensuite, la première question que vous aviez, c'était une question très intéressante parce que nous parlons de cela au niveau des lignes directrices, au niveau des intermédiaires et de ces relations qui sont déjà en place. Et je ne pense pas que les règles ont vraiment changé, mais ce qui est vraiment important du point de vue de la loi, même au niveau des amendements, au niveau de la loi, c'est que les entités canadiennes gardent une certaine autonomie
par rapport à ses ressources. Donc, si vous envoyez des fonds ailleurs, donc du Canada, eh bien, nous voulons voir peut-être un équilibre qui se fait. Ça pourrait être des coûts administratifs, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être peut-être qu'est-ce qui retourne vers l'organisation étrangère. Mais quelquefois, vous pouvez peut-être le voir comme étant donc un fonds. Donc, ce sont des fonds qui sont réunis et ce sont donc nous l'avons inclus dans, dans la version finale et donc en collaboration avec la version finale parce que ce sont des projets partagés avec d'autres filiales, d'autres entités. Et donc, ça pourrait être, en effet, ça pourrait dépendre de la bourse. Il va y avoir une certaine responsabilité à prendre en compte. Et ça, c'est une très, très bonne question parce que ça a toujours été un petit peu difficile pour nous. Est-ce que nous avons un seuil que l'on doit établir? Il y a des lignes directrices qui étaient précédemment mises en place au niveau des attentes. Est-ce que cela pourrait être considéré? Dans certains cas, ça pourrait être une bourse. Est-ce que vous êtes en cours au niveau de la responsabilité, des exigences de responsabilité? Est-ce que c'est une bourse? Est-ce que ce sont des fonds qui reviennent? Et donc, nous voudrions savoir ce qui revient au niveau de la filiale canadienne. Et c'est une très, très bonne question. Et c'est une question, avec mes 27 ans à ce poste, eh bien, on m'a souvent posé cette question. Et notre réponse, malheureusement, ça dépend. Voilà, c'est la réponse. Et si vous avez donc une demande spécifique à ce niveau-là, vous pouvez nous l'envoyer et nous pouvons la considérer, nous pourrons vous répondre plus spécifiquement à propos de cette question, parce que ça dépend. Y a-t-il d'autres mains levées que j'oublie? D'autres questions? Ah, une question nous est arrivée dans la boîte de clavardage, plutôt dans la boîte de questions-réponses. Alors, quel est le temps que ça prend pour une demande d'organisation de bienfaisance? Eh bien, nous avons des normes, hein, des standards, et nous vous répondrons dans les 6 mois. Mais cela dépend vraiment si votre organisation est déjà enregistrée ou pas, et cela va dépendre de la demande si elle est compliquée. Certaines demandes sont examinées et donc en 2 mois, parce que ce sont des demandes qui sont assez simples. La raison d'être est tout à fait claire, les activités sont ciblées, les bénéficiaires sont bien définis, les avantages au public sont clairs. Dans d'autres cas, surtout si c'est une organisation de bienfaisance qui s'inscrit dans un espace qui est nouveau et peut-être essayer de tester les barrières des lois au niveau des caritatifs, eh bien, cela prendra peut-être un peu plus de temps parce que nous devrons consulter des personnes, des experts pour savoir s'il y a des analogies, si il y a vraiment si cette organisation veut vraiment faire quelque chose de caritatif. Donc, Charmaine, vous pouvez peut-être répondre à la prochaine question qui nous est arrivée. Nous avons cette présentation dans les 2 langues. Oui, bien sûr. Nous allons partager. Je ne sais pas si ça a été partagé dans la boîte de clavardage, mais nous allons. Mais c'est pas grave parce que nous vous l'enverrons après cette session, hein. Peut-être ça ne sera pas aujourd'hui, mais vous le recevrez. Vous recevrez la présentation plus tard, hein, ça, c'est certain. Et ainsi que cet enregistrement qui sera disponible sur le site web de CanWatch pour ceux qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui. D'autres questions? Apparemment, il n'y a pas d'autres questions, mais je veux laisser le temps aux personnes pour réfléchir. Je veux déjà vous remercier, Shamila et Anne,
pour cette présentation aujourd'hui, pour nous avoir rejoints aujourd'hui avec donc cette Académie de Cannes SFE. Et donc, c'était très gentil de pouvoir répondre à des questions ainsi que les différentes choses que voulaient dire nos membres et ce qu'ils se posaient comme questions. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui de la part de Cannes SFE. Merci pour le temps passé avec nous. Et puisque je ne vois pas d'autres questions, eh bien, peut-être vous avez peut-être vous voulez dire quelque chose pour conclure. Nous vous enverrons un courriel. Il y aura un sondage et pour savoir ce que vous voudriez voir comme des sessions comme celle-ci que nous avons eues. Voilà, donc merci beaucoup. Étions très heureuses d'être parmi vous. Nous avons beaucoup appris de vos questions. Et donc, ça, c'est aussi très important pour nous de pouvoir écouter ce que vous avez en tête et ça nous aide à mettre en place des lignes directrices qui soient donc plus précises pour vous. Merci beaucoup. Merci à l'Académie du CanSFE. Merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tout le monde.